Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk qui se concentrera sur les différences entre les marchés européens et Wall Street, alors que de nombreuses incertitudes se dressent encore sur le chemin des investisseurs et troublent les projections pour le reste de l'année. À commencer par la santé de nos économies, l'endettement des finances publiques ou encore, ça et là, des tensions géopolitiques. Ces derniers mois, les indices boursiers ont pourtant bien performé et ils se sont tous remis du choc du début du mois d'avril dû à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'Eurostoxx 50 en Europe et le S&P 500 à Wall Street affichent tous les deux un rendement supérieur à 10% depuis le début de l'année et ils évoluent autour de leur plus haut historique. D'autres actifs, comme l'or, sont également à des niveaux records. À quoi s'attendre pour les derniers mois de l'année 2025 ? Comment lire la stratégie actuelle des banques centrales ? Le dollar va-t-il encore perdre du terrain par rapport aux autres devises ? Et quelles sont les implications d'un tel recul pour les investisseurs ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons réuni autour de la table de Tracker deux suiveurs attentifs des marchés, Nicolas Deltour, Chief Investment Strategist chez Belfius, et Nicolas Eusicom, spécialiste en investissement chez Pulatco. Messieurs, bonjour. 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 Pour bien nous lancer dans cette discussion qui s'annonce passionnante, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de Jérôme Folck que nous avons publié la semaine dernière dans les pages de l'Écho. Le directeur de la division Wealth de BlackRock en Belgique nous expliquait notamment que le portefeuille gagnant des dernières années n'était pas celui de 2025 et qu'il fallait, dans le contexte actuel, plus d'agilité et de diversification pour générer du rendement. Les investisseurs sont pas partis en vacances. Au mois de juillet et en août, ce sont les mois avec les flux vers les ETP, donc les ETF mais un peu plus larges, qui prennent aussi les commodités et les matières premières en considération, les 2 mois les plus importants en termes de flux positifs dans ces produits-là. Les investisseurs continuent à mettre de l'argent en ordre de marche dans les marchés financiers. Donc on l'entend, les investisseurs sont toujours au rendez-vous, surtout pendant l'été. Comment est-ce que vous décririez le climat actuel sur les marchés ? Alors c'est vrai que le climat de marché actuellement est plutôt, je dirais, de type risk-on. Donc pour la prise de risque, c'est vrai que, comme Jérôme le disait, on est passé par des mois d'été qui en soi auraient pu être source de volatilité. Il y avait pas mal de dates butoirs, notamment en ce qui concerne les tarifs douaniers, mais pas que. L'agenda fiscal, par exemple, aux États-Unis, était également important pendant les mois de l'été, mais rien n'y fait. Le S&P 500 se trouve pas loin d'un niveau historique, le Nasdaq également, et la volatilité est dans un régime plutôt bas. Tout ça, c'est tiré par les valeurs technologiques, ça il faut le comprendre. Il y a eu notamment des très belles performances dans toutes les valeurs qui sont liées à l'intelligence artificielle sur les dernières semaines, et d'un point de vue peut-être un peu plus macro, on remarque que la croissance reste quand même toujours résiliente. On a eu, pas plus loin qu'hier, en fait, une révision haussière sur les chiffres de la croissance aux États-Unis, qui sont bien au-delà des 3%, et tout ça dans un contexte d'assouplissement monétaire. On a eu déjà beaucoup de baisses de taux en Europe, on en a qui arrivent devant nous aux États-Unis, et donc ça, c'est vrai que c'est un environnement positif pour les marchés actions. Environnement positif, vous êtes d'accord, Nicolas Deltour ? Oui, environnement positif, notamment parce que le moral est bon chez l'investisseur retail américain qui participe au mouvement et qui participe à l'élargir. On voit que c'est un mouvement qui effectivement est tiré par la technologie, qui a annoncé toute une série de bonnes nouvelles. Finalement, les résultats qui ont été publiés l'été dernier étaient supérieurs aux attentes. Ça participe à cette ambiance. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on dit ? The trend is your friend until it ends, évidemment, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de trigger pour casser ce mouvement. Et les éventuelles légères pauses qu'on a pu observer ces derniers jours sont relativement saines, dans le sens où elles montrent que le marché est quand même capable aussi de reprendre son souffle après un mouvement tel que celui qu'on a connu ces derniers mois. Alors, une des grandes tendances qu'on constate cette année, c'est le repli continu du dollar par rapport aux autres grandes devises, à l'euro notamment. Est-ce que la devise, c'est un élément qui pèse davantage dans vos arbitrages et vos stratégies ? Alors clairement, 2025, je dirais, est une année où on a rarement fait autant attention au risque de change et notamment au dollar. Dans notre stratégie d'investissement, depuis le début de l'année, on a eu tendance à de multiples reprises en fait à diminuer notre exposition
au dollar. Pour ce faire, on n'est pas spécialement obligé de diminuer notre exposition sur les valeurs américaines, mais plutôt en fait de travailler au niveau de la sélection des instruments. Il est par exemple possible pour un investisseur de sélectionner un ETF sur le marché américain, le S&P 500, qui va appliquer une stratégie de couverture, donc qui va couvrir en fait les fluctuations du dollar vis-à-vis de l'euro. Cette stratégie, évidemment, elle a un coût, donc un coût de couverture, un peu comme une assurance, la prime que vous payez pour une assurance. Mais dans une logique de construction de portefeuille, ça permet en fait de calibrer l'exposition que vous avez au dollar sans pour autant modifier drastiquement l'allocation régionale que vous appliquez au sein de votre portefeuille action. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus depuis le début de l'année. Et chez Belfus ? Alors, dans les mandats par moment, quand ça s'avérait nécessaire, il y a eu des périodes de hedging partiel, donc de couverture d'une partie de la poche. Autre chose, vous avez des proxy hedge, typiquement l'or qui a été ajouté dans les portefeuilles. Et l'or, c'est très bien comporté. Il a parfois pris un peu le relais du rôle de refuge pour toute une série d'investisseurs. Et puis, c'est vrai aussi que 2025 était une bonne année pour se redéployer en termes régionaux. Donc, il y a un an ou deux, on disait encore c'est essentiellement la techno américaine. On voit que le mouvement s'est élargi, que les autres marchés ont bien performé aussi. Et donc, c'était l'occasion pour les investisseurs comme pour les gestionnaires d'aller chercher de la croissance boursière ailleurs qu'aux États-Unis, purement et simplement. Et ailleurs, notamment en Chine, en Inde, là on voit qu'il y a un dynamisme particulier. Oui, il y a un vrai retour des émergents. L'Asie, de manière générale, se porte mieux. On voit aussi que aux États-Unis, là, c'est loin d'être fini, évidemment. Là, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, mais la Fed est en plein milieu de son mouvement plutôt accommodant. Ça va aider tout ça. Et le dollar a sans doute déjà effectué une bonne partie du chemin baissier. Mais là aussi, j'imagine qu'on en reparle. On va en parler même tout de suite. On voit donc une grande prudence quand même dans le chef des banquiers centraux. Mais on voit aussi en même temps, comme vous l'avez expliqué Nicolas Ozicom, que les économies se défendent bien. Les risques de récession qu'on présentait il y a quelques mois semblent s'atténuer. Quelle est votre position par rapport à ça et comment est-ce que vous décryptez la politique de la Fed et de la BCE ? Alors, au niveau de la politique de la Fed, et notamment vis-à-vis du dollar, parce que ça a un impact, ce qu'on a remarqué sur les derniers mois, c'est qu'il y a quand même, au niveau du marché du travail américain, des premiers signes de faiblesse. On l'a vu notamment sur la fin du mois de juillet, lorsque les chiffres ont été publiés, ils étaient moins bons que les attentes, et il y a eu des révisions baissières assez massives sur les chiffres de l'emploi qui ont été publiés, ce qui a, je dirais, permis à la Fed de changer un petit peu le ton. C'est-à-dire qu'avant, le focus était plutôt mis sur l'inflation, qui est toujours à des niveaux plus importants que ce que la Fed le voudrait. La cible est à 2%, on est sur une inflation qui tourne aux alentours des 3%. Mais la Fed a un double mandat. Donc on a la stabilité des prix, mais on a également le plein emploi. Et depuis que le marché du travail a commencé à montrer les signaux de faiblesse, ça a ouvert une porte à la Fed pour commencer à baisser les taux dans un contexte aussi où on a une pression assez importante, évidemment, de l'administration Trump. Donc on a une première baisse de taux qui a été décidée tout récemment. Et la Réserve fédérale a également démontré qu'elle continuera certainement à baisser les taux. Elle anticipe 2 baisses de taux supplémentaires jusqu'à la fin de l'année et une baisse de taux supplémentaire en 2026. Cette divergence de trajectoire dans les taux par rapport à la BCE qui a déjà coupé massivement et pour laquelle en fait le marché ne s'attend quasiment à plus baisse de taux, ça va peser sur le dollar. Ça a déjà évidemment commencé à peser sur le dollar, mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est vrai que le dollar pourrait continuer à s'affaiblir vis-à-vis de l'euro. Il n'y a pas que ce sujet-là. On peut parler évidemment de la situation budgétaire aux États-Unis et toutes les craintes concernant la dette américaine qui est quand même massive. On parle de plus de 36 000 milliards de dollars aux États-Unis. Et dans un certain sens, eh bien l'interventionnisme de l'administration Trump et l'indépendance de la Réserve fédérale qui est remise en cause dans un contexte où Powell arriverait également à la fin de son terme en 2026. Ça, c'est tous des sujets qui peuvent en effet impacter le dollar. Et on le voit essentiellement sur le marché obligataire. Il y a des soubresauts à chaque changement de direction. Comment est-ce qu'un investisseur en Europe doit se positionner face à ces changements de ton dans le chef des banques centrales ? Alors, tout d'abord, comme le disait Nicolas Ozicom, le dollar
a déjà un beau parcours baissier derrière lui, mais il est peut-être pas complètement fini. Donc ça, c'est à garder à l'esprit quand on évalue un peu les plus et les moins d'achat de dette américaine, typiquement. Alors, si on parle de dette américaine, il y a un premier phénomène à prendre en compte et à bien capter finalement en termes de création de valeur, c'est la pontification de la courbe. Donc on voit bien que les taux longs sont relativement stables ou légèrement haussiers. Par contre, la partie courte de la courbe va continuer vraisemblablement à baisser. Et donc il s'agit d'en tenir compte dans le positionnement, ce qu'on appelle la duration du portefeuille obligataire américain. Deuxièmement, de toute évidence, les grandes agences de notation, si aujourd'hui regarde avec un peu de suspicion certains émetteurs, les émetteurs en question sont plutôt étatiques que privés. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est l'absence de réforme, l'absence de redressement des finances publiques. Alors, ça vaut un peu en Europe, pour en parler peut-être un peu tout à l'heure, mais ça vaut aussi aux États-Unis. Et donc, tant qu'à faire, et quitte à aller sur de la qualité de la dette privée est peut-être un peu plus rassurante pour l'investisseur qui ose aller sur le dollar que la pure dette publique. Et alors on voit aussi que en termes d'allocation, le 60-40 qui a fait son temps est plutôt en train d'être remplacé par du 50-30-20, nous a-t-on dit chez BlackRock récemment, où on est à 50% en actions, 30% en obligations et 20% en actifs alternatifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de répartition et quel est le type d'allocation à privilégier actuellement ? Alors si dans actifs alternatifs on parle par exemple de marché privé, donc de marchés qui ne cotent pas en bourse, sur le principe, en tout cas d'inclure des marchés privés dans l'allocation des portefeuilles, on est tout à fait d'accord chez nous. Les marchés privés sont devenus un élément qui est important dans l'allocation stratégique des portefeuilles et qui est de plus en plus reconnu comme tel. Il y a plusieurs avantages en fait d'inclure les marchés privés dans un portefeuille. Donc on parle de prêt equity, de dette privée, d'infrastructure. C'est un terme assez global. Un des avantages, c'est des rendements espérés qui sont plus importants parce que ce sont des actifs qui sont par essence illiquides. Et donc, on a cette prime d'illiquidité qui demande du coup des rendements plus importants. Ça apporte également une certaine décorrélation par rapport au reste du portefeuille. Donc, en termes de diversification, c'est intéressant parce qu'on peut en fait, en incluant des marchés privés, augmenter le rendement attendu pour un niveau de volatilité plus ou moins constant. Donc, le rapport risque-rendement est amélioré. Et puis, il y a quand même énormément d'opportunités d'investissement qui ne cotent pas en bourse. Quand on regarde les sociétés qui génèrent plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a 87% d'entre elles qui ne cotent pas en bourse. Donc évidemment, vous avez un niveau d'investissement qui est beaucoup plus important sur le non coté. Et chez vous, Nicolas Deltour, l'allocation 60-40 n'est plus d'actu? Alors, tout d'abord, c'est difficile de donner une réponse générale puisque ça va dépendre des profils de risque, de l'appétit de risque des investisseurs et puis aussi de leur appétit à l'illiquidité, puisqu'il s'agit de rappeler qu'effectivement, il s'agit d'une poche qui est moins liquide. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cette illiquidité génère une prime. Et donc, on peut aller capter cette prime et ce surplus de rendement. Deuxième avantage, c'est quelque part, comme le disait Nicolas Usikom, on est un peu plus éloigné des mouvements ou des frénésies boursières. Donc, c'est une autre forme de risque. Donc, c'est une belle diversification. Donc, comme vous le disiez en répondant à la première question, Nicolas Usikom, on voit que les grandes valeurs technologiques aux États-Unis font plus que résister. Elles portent même la dynamique record qu'on constate actuellement sur les marchés. Comment expliquer cela? Et est-ce qu'on doit craindre un retour de balancier dans les mois qui viennent? En effet, tout d'abord, les bons résultats publiés par ces sociétés technologiques au deuxième trimestre sont quand même à noter. Quand on parle des Magnificent Seven, donc les 7 grandes sociétés technologiques américaines, elles ont publié une croissance des bénéfices moyenne de plus de 20%. Vous comparez ça avec une croissance sur le reste du S&P 500 qui est inférieure à 5%. Donc, c'est pas pour rien qu'elles ont ce niveau de valorisation. Et il n'y a pas que ces sociétés qui ont eu tendance à bien publier. Il y a
toute une série d'autres sociétés dans l'IT, mais également dans l'intelligence artificielle, qui ont annoncé quand même des choses importantes et des perspectives de croissance qui sont vraiment très impressionnantes. On a eu Broadcom, par exemple, qui a annoncé d'ailleurs un partenariat pour développer les puces d'OpenAI. On a eu un peu plus récemment Oracle, qui a quand même bondi de plus de 30%, je pense, le jour de ses résultats, qui a annoncé quand même un carnet de commandes extrêmement impressionnant en horizon 2030, soutenu d'ailleurs par un partenariat également avec OpenAI, qui est valorisé à plus ou moins 300 milliards de dollars, et Nvidia, société star de l'intelligence artificielle, qui a également annoncé plusieurs partenariats importants, notamment récemment avec Intel, et également un investissement allant jusqu'à 100 milliards dans OpenAI. Donc tout ce news flow, je dirais, positif sur l'intelligence artificielle, il a eu tendance à booster les marchés, et on peut également parler pas uniquement des États-Unis, mais également de la Chine, parce que vous regardez l'évolution de sociétés comme Alibaba, comme Baidu, ces sociétés qui, au final, sont aussi capables de développer leurs propres puces. Ça amène aussi un élément supplémentaire, plutôt dans un sens de diversification, pas uniquement sur les États-Unis, mais également, par exemple, sur les marchés émergents, tirés par l'intelligence artificielle. Pour compléter, mais effectivement, tout d'abord, il y a plus de 85% des sociétés américaines qui ont battu les attentes lors des publications de résultats cet été. Donc la technologie évidemment participe à ce mouvement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, c'est que ça va bien et en aval et en amont de la chaîne. En aval, comme le disait Nicolas Vicom, les besoins liés au développement d'intelligence artificielle et l'implémentation dans les grandes entreprises qui aujourd'hui sont réels et concrets, ça participe à la demande. Et en amont, l'apaisement, en tout cas la pause dans la musculation dans les discussions entre les États-Unis et la Chine, évidemment, ça fait du bien au secteur de la technologie. Qu'est-ce qu'il faut surveiller par ailleurs? Et ça, on l'avait très très bien vu lorsque les taux étaient très fort remontés suite à la sortie de la pandémie, c'est que c'était un secteur qui reste sensible à l'évolution des taux. Et donc, autant les baisses de taux peuvent soutenir le secteur, autant il faut bien regarder si à un moment donné il y a des hausses, puisque il faut rappeler que la technologie c'est le secteur growth, croissance par excellence, et donc qui est un peu plus sensible que d'autres secteurs à ces évolutions-là. Et on voit, on a vu Google passer les 3 000 milliards de capitalisation, on voit Nvidia tourner autour des 4 000 milliards. Toutes ces grandes valorisations, ça vous inquiète pas trop? Ça vous rappelle pas trop des épisodes un petit peu sombres de l'histoire boursière où on était très optimiste sur des technologies et après il y a eu une sélection naturelle qui s'est effectuée? Alors, c'est vrai qu'il y a un mouvement positif. Actuellement, l'humeur est positive sur les marchés, ça on ne peut pas le nier. Maintenant, une bulle, c'est lorsque les cours connaissent une évolution haussière qui n'est pas en lien ou qui est complètement déconnectée de l'évolution des résultats. Or, on voit bien que, et c'était particulièrement vrai il y a 1 an ou 2, les cours avaient même tendance à courir après les résultats. Alors, ça paraît spectaculaire, mais ces résultats, par rapport à il y a 5 ans, vous comparez les chiffres d'affaires et les bénéfices des sociétés technologiques aujourd'hui par rapport à 2020 ou 2021, ça n'a rien à voir. Donc forcément, les cours boursiers ont suivi. Si on regarde l'évolution tout simplement des ratios cours-bénéfice et des ratios cours-bénéfice année plus 1, et ça mis en face des perspectives de croissance, pour le moment, on n'est pas encore dans des strates extravagantes. On est dans le haut de la fourchette, mais on n'est vraiment pas dans l'extravagance, en tout cas si on regarde le secteur pris dans son ensemble. Partagez cet avis, Nicolas Vicom? Oui, tout à fait. Mais donc, je peux comprendre que certains investisseurs pensent que les valorisations sont hautes, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les fondamentaux sont là, qu'il y a une croissance qui est juste structurelle pour l'intelligence artificielle. Juste un chiffre, mais donc quand on regarde les dépenses d'investissement de ce qu'on appelle les hyperscalers aux États-Unis, donc c'est ces grosses sociétés qui sont actives dans le cloud et l'intelligence artificielle, donc Amazon, Microsoft, Google, Meta, si je prends uniquement ces 4 sociétés-là, elles devraient dépenser autour des 400 milliards de dollars en dépenses d'investissement uniquement cette année-ci. Et il suffit d'écouter le CEO de Nvidia lors de sa dernière publication de résultats pour s'en rendre compte. Lui, il a annoncé que les dépenses d'infrastructures au niveau de l'IA devraient atteindre entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars à horizon 2030. Donc, en fait, c'est une croissance qui est exponentielle. Et donc, c'est vrai que les valorisations de ces sociétés sont importantes, moins néanmoins que dans la fin des années 90, mais les fondamentaux sont très solides. Et alors, comme les flux financiers se dirigent beaucoup vers la tech, vers l'IA, on voit
qu'il y a certaines zones sous-valorisées ou négligées. On pense notamment à Kingfisher, les magasins de bricolage qui ont montré la semaine dernière de bons chiffres à la Bourse de Londres et l'action s'est subitement réveillée. Est-ce que vous voyez des secteurs sous-valorisés ou des zones géographiques qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que l'attention est concentrée sur la tech et l'IA? Nicolas Deltour. Il y a un secteur pour le moment qui n'est pas tout à fait bien traité par les marchés, c'est la santé. Et bon, c'est justifié notamment par les annonces qui ont été faites par la Maison Blanche. Et ces annonces typiquement étaient, on va dire, un peu pricées en tout ou partie par les marchés. Mais si vous regardez justement les fondamentaux, les valorisations, les chiffres de croissance des sociétés concernées, bon, là, il y a sans doute un potentiel de surprise positive dans les mois à venir. Là, je pense qu'il y a sans doute un potentiel de rattrapage, surtout si vous regardez ce que le secteur a fait par rapport au reste des bourses sur les 5, 10, 15, 20 dernières années et puis ce qu'il a fait ces derniers mois. Et chez Pulasco, est-ce qu'on scrute des zones non explorées ou négligées? Alors, vu que le point sectoriel a déjà été fait, je vais peut-être parler plutôt de zones géographiques. Donc, nous, on a tendance à augmenter l'exposition dans les pays émergents, dans les portefeuilles de nos clients, donc dans lesquels on est maintenant surpondéré. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, si vous prenez l'indice des pays émergents, il faut savoir qu'il y a plus ou moins un quart, entre 25 et 30%, qui se trouve en Chine. La Chine, comme on le disait juste avant, connaît quand même un rebond assez important depuis le début de l'année, notamment tiré par le boost de l'intelligence artificielle et ces grandes sociétés technologiques qui développent maintenant leur propre puce. Il faut savoir aussi que il y a des stimuli qui sont mis en place, autant d'un point de vue monétaire que fiscal, pour essayer justement de relancer la confiance des consommateurs en Chine et également le marché immobilier qui se trouve honnêtement fondamentalement toujours dans une situation compliquée, mais tout ça alimente l'espoir. En plus de ça, les marchés émergents, il faut savoir qu'historiquement, c'est une région qui a plutôt tendance à bien se comporter lorsque le dollar faiblit. Donc, il y a une surperformance historique des marchés émergents vis-à-vis du reste du monde lorsque le dollar est sous pression. Donc ça, c'est une autre des raisons. Et on parlait de valorisation. Quand on compare la valorisation, par exemple, des marchés américains par rapport aux pays émergents, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux et on pense que ces niveaux de valorisation dans les pays émergents pourraient continuer à croître. Et alors, dernière question, avant de nous quitter, qu'est-ce qui va concentrer toute votre attention d'ici la fin de l'année? Quel est le gros dossier marqué en rouge dans votre agenda? Alors, si je devais peut-être en nommer un, sans surprise, c'est le dollar vis-à-vis de l'euro. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que on est quand même sur des niveaux important. Il faudra surveiller la hausse potentielle de l'inflation, parce qu'on a eu des tarifs douaniers qui ont été implémentés, mais pour le moment, l'impact au niveau du consommateur ne s'est pas réellement fait sentir. On sent que c'est plutôt les importeurs, les sociétés qui importent, qui prennent plutôt ça sur leur marge. Il faudra voir si ça ne dérange pas trop, entre guillemets, la Réserve fédérale pour continuer à implémenter ces baisses de taux dans un contexte où la pression politique est extrêmement forte. Et donc, c'est vrai que le dollar sera un sujet d'attention jusqu'à la fin de l'année et honnêtement également pour 2026. Et pour vous, Nicolas Deltour? Alors, un peu comme Nicolas Usikum, on va surveiller comment se prennent les décisions au niveau de la Fed et dans quelle mesure l'indépendance est respectée. Puis, sous un côté purement belgo-belge, on va continuer à accompagner nos clients et bien les informer sur ce qui les attend en termes de réforme fiscale à partir du 1er janvier et bien les aider à distinguer le vrai du faux et surtout ne pas céder à la panique. Pour ma part, c'est le 15 novembre qui est bien rouge dans mon agenda, bien entouré en rouge dans mon agenda parce que c'est Finance Avenue et Tracker sera au rendez-vous avec une émission qu'on tournera en direct de ce salon des finances personnelles organisé par l'Eco et de Teil. Et c'est ici que se termine l'émission de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à remercier nos deux invités, Nicolas Deltour et Nicolas Usikum. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker. Il sera question des inégalités de genre dans la finance. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast Bourse du journal L'Eco. À la semaine prochaine.